Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix des RH. Je suis Émilie, accompagnée de Sabrina et Marine, toutes trois alternantes à la CCI Le Mans, et de Julien, formateur RH. Ce podcast explore les ressources humaines et la transformation digitale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant. Comment la digitalisation des RH peut transformer le travail en télétravail. Pour ça, nous avons la chance d'être avec Théodore, le président de Cyberlead, une entreprise 100% en télétravail. Il va nous expliquer comment il utilise les outils numériques pour simplifier la gestion des RH et rendre le travail à distance plus efficace. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Théodore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur toi et sur Cyberlead ? Bonjour à vous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Me concernant, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la cybersécurité de manière légale. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Washington DC et j'ai travaillé dans la Silicon Valley sur des environnements civils et défense. Et aujourd'hui je suis CEO de Cyberlead, une société de conseil spécialisée en cybersécurité informatique et industrielle. Et on travaille sur le territoire français. Et pourquoi concrètement être parti sur une entreprise en 100% télétravail ? Effectivement, on a la particularité, alors certains disent qu'on est une entreprise 100% télétravail, j'adapterai un petit peu le sujet puisqu'on n'est pas exactement ce qu'on appelle 100% télétravail. Ça voudrait dire qu'on a un lieu et un siège. Et la particularité qu'on a, c'est que finalement on n'a carrément pas de siège, on a une adresse postale, on n'a pas de bâtiment totem et on fait partie des entreprises finalement qui sont distribuées, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs un petit peu partout sur les territoires. Il y en a également une personne en Islande. Et donc l'idée c'est pas de dire je travaille à distance par rapport à notre siège. C'est carrément on n'a pas de lieu, on n'a pas de siège, donc c'est encore plus particulier. Vous êtes une entreprise donc full remote du coup. Oui, full remote ou distribué pour certains, mais c'est exactement ça. Et la particularité c'est qu'en fait on a des clients un petit peu partout. Et ces mêmes clients, quand on collabore avec eux, on les voit très peu physiquement en présentiel. Ouais. Et la majorité des échanges qu'on peut avoir avec leurs équipes, qu'elles soient en France ou ailleurs, elle se fait à distance. Okay. Et du coup, dans ce contexte-là, on est nous aussi amenés finalement à travailler depuis notre PC. Et le terme remote que vous indiquez me convient mieux, puisque finalement, ça peut être de la maison, mais ça peut être aussi de n'importe quel autre endroit finalement, du moment qu'on est connecté avec un PC et un casque et une souris. Finalement, pas pris le choix de prendre des locaux particuliers aujourd'hui pour accueillir vos collaborateurs. C'est un choix. Oui, effectivement, on n'a pas de locaux aujourd'hui pour accueillir à la fois nos collaborateurs, mais également nos clients. Et les clients. Puisque pour beaucoup de structures, ça reste aussi un lieu totem pour les clients. Et on a cette particularité d'être un peu dans le monde virtuel. Étant dans le domaine de l'informatique, on a tendance à dire souvent qu'on est situé nous-mêmes dans le cloud. Ok, super. Alors Théodore, est-ce que tu peux nous expliquer quel outil numérique vous utilisez chez Cyberlead pour gérer les ressources humaines ? Pour gérer les outils RH, alors ça dépend de différentes thématiques, mais on a différents outils. On a alors ce qu'on appelle le système d'information RH, et les outils qu'on utilise, on en a plusieurs. Alors on a changé récemment de nom, donc je vais essayer de pas me tromper. Mais pour la gestion de tout ce qui est de paie, des absences, des présences, on a PayFit. Pour toute la partie mutuelle et prévoyance, on utilise Alan. Probablement oublié d'autres outils, mais on utilise également les outils tout bêtement mis à disposition aussi par l'État pour tout ce qui est dématérialisation finalement des DSN ou autres. Donc il y a nos propres outils qui communiquent aussi avec des outils étatiques. Donc du coup, ça vous sert essentiellement pour la gestion administrative des salariés, plus ou moins en englobant les payes, les congés, les demandes diverses des salariés. Oui, la particularité qu'on a en termes de gestion RH, alors pas que au niveau RH, mais sur l'ensemble de nos façons de collaborer, c'est qu'on n'a pas de documents papier, on n'a pas de classeur, on n'a pas d'armoire, on n'a pas tout ça. Donc, de base, on travaille que avec 100% du digital, et la consigne a également été donnée à nos collaborateurs de ne pas avoir les cahiers et les calepins pour écrire des notes. Donc finalement, tout est en mode dématérialisé, que ça soit sur la suite Microsoft Office 365 pour les documents du quotidien, ou des outils plus spécialisés. Mais concrètement, ce n'est pas un défi pour l'entreprise qui ont embauché des salariés d'un certain âge en leur retirant des outils tels que les cahiers,
en les sortant de leur habitude dite vieille école ? Est-ce que le 100% digital est un problème ou pas d'un point de vue RH ? J'en suis pas persuadé, on n'est pas les premiers en réalité à travailler comme ça. Et on travaille dans la sécurité il y a quelques années, c'était quelque chose déjà très présent. Et en réalité, beaucoup de process RH sont déjà aujourd'hui dématérialisés. Donc du coup, finalement, c'est plus une conviction sur un secteur particulier qui est la cybersécurité, à se dire on n'a pas d'historique, on n'a pas toutes ces problématiques qu'on peut y avoir peut-être 15 ans, 20 ans. Donc autant partir d'une feuille blanche et partir directement à l'étape suivante qui est le tout RH. Il faut savoir que la majorité de nos collaborateurs, 100% en fait, ont un smartphone et ont l'habitude d'utiliser le numérique dans leur vie personnelle. Donc ce sujet d'âge, pour moi, il a moins de sens en 2025 qu'il pouvait l'avoir il y a une dizaine d'années. Okay. Alors, tu dirais que ces outils ont vraiment changé votre manière de travailler ? Est-ce que ces outils numériques ont changé notre façon de travailler ? Alors, comme on est parti dès le départ sur des outils numériques, je peux pas dire qu'il y a eu du changement parce qu'on n'est pas passé du papier au numérique. Dès le départ, on a utilisé le numérique et on s'est plié finalement aux contraintes associées du numérique. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous dire est-ce que c'était mieux avant ou après, puisque c'est l'avantage des jeunes entreprises, finalement, c'est de partir d'une feuille blanche. Et donc, pour nous, je suis pas capable de dire si c'est mieux ou moins bien. C'est un choix idéologique qu'on a fait de partir à 100% sur le numérique de base. Okay. Alors peut-être une manière de reformuler éventuellement la question, c'est est-ce que vous avez peut-être déjà rencontré certaines réticences à ce fonctionnement ? Alors je crois comprendre que non, d'après ce que vous nous indiquez. Aussi de par le secteur d'activité finalement sur lequel vous intervenez, vous avez plutôt aujourd'hui affaire à des collaborateurs qui sont non seulement habitués à utiliser les outils, mais qui en sont souvent aussi des experts, etc. Mais est-ce que malgré tout, vous avez peut-être déjà rencontré des situations où il y a eu une réticence ou un besoin particulier de repasser par du papier ou pas de souci, je dirais, jusqu'à maintenant, et vous continuez comme ça ? On a certains collaborateurs qui parfois ressortent une feuille blanche pour écrire ou gribouiller. D'accord. Et on se rend compte que c'est pas tellement la nécessité RH de travailler sur l'outil RH, mais c'est souvent plus un moyen d'étendre son cerveau et de noter des choses qu'on a pu avoir des habitudes. Mais d'un point de vue RH, tout le reste, c'est pas fait à la place du numérique. Souvent, c'est un petit peu un doublon au moment de la réflexion, mais la majorité du temps, on n'a aucun sujet de dire qu'on a certains process RH qui passent par le papier, qui passent à côté. Okay. On a des gens qui prennent des notes, parfois sur papier, mais pour moi, c'est pas en compétition du numérique. Ok, super. Et si une petite entreprise voulait se lancer dans la digitalisation des RH, quel outil simple tu leur conseillerais d'adopter ? S'il y a des entreprises qui souhaitent lancer avec des outils RH, moi je vais plutôt partager mon expérience puisque je sais qu'il y a des sociétés spécialisées pour accompagner sur tout ce qu'on appelle SIRH. Ça c'est moins notre sujet, nous on va plutôt les sécuriser. Mais du coup la façon dont on a fait pour se lancer, c'est la première chose. On fait quand même, alors c'est ma vision d'entrepreneur, mais une bonne partie de la partie RH qui est beaucoup de documentation, on le fait pour des raisons légales ou de conformité. Et donc choisir des outils numériques qui respectent ces obligations légales, et en particulier tout ce qui va être par exemple archivage à valeur probatoire, donc s'assurer que les documents sortis par ces outils ils ont une valeur légale et que leur stockage a une valeur légale, pour moi c'était un des sujets premiers. Et la façon dont on a adressé ça chez Cyberlead, c'est de prendre des outils quand même leaders du marché en France, reconnus, avec c'est beaucoup de startups en France pour le coup, donc qui ont déjà levé beaucoup d'argent pour se dire qu'on est des sociétés assez quelque part numériques, mais assez anciennes pour s'assurer d'un certain niveau de conformité. La deuxième chose, puisque pour moi je suis un fervent du numérique, le numérique tout seul, avec un outil tout seul dans son coin, ça n'a pas trop de sens si cet outil n'échange pas avec d'autres outils. Et donc s'assurer de l'intégration de ces outils, la possibilité d'échanger avec d'autres outils pour faire gagner de temps, pour moi c'est un indispensable. Je vous donne un exemple, aujourd'hui on a l'outil qui s'appelle PayFit. Il se synchronise avec notre compte bancaire pour lancer les paiements. Il va se synchroniser avec notre outil de mutuelle pour aussi échanger dessus. Et on a un outil comptable aussi numérique, comme la majorité des entreprises aujourd'hui. Et il y a aussi une intégration avec cet outil comptable. Donc finalement, s'il y a deux choses à retenir quand on choisit des outils, c'est s'assurer que l'outil finalement il est assez ancien pour être conforme d'un point de vue légal. Et le deuxième sujet, c'est de s'assurer qu'il va pouvoir
pouvoir communiquer, parler facilement avec d'autres outils pour nous faire gagner du temps. D'accord, super, merci pour ces réponses. Maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous utilisez l'IA dans vos processus RH chez Cyberlead, notamment pour le recrutement ? Alors, est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle dans le cadre du domaine RH ? Oui, sur deux façons. La première, alors ce que vous citiez sur le recrutement, on a commencé à l'utiliser parce qu'en fait, on accompagne les clients des structures qui ont aussi des services RH et on a mené à sécuriser et à vérifier que ces outils d'intelligence artificielle ne viennent pas perturber la cybersécurité. Donc, quand on a vu ce qu'ils faisaient, on s'est dit il faut qu'on fasse la même chose. Et la première chose qu'on fait aujourd'hui, puisque on a deux activités chez Cyberlead en tant que société spécialisée en cybersécurité. La première qui est tout bêtement d'aller sécuriser des structures, mais on fait aussi du placement de collaborateurs, ce qu'on appelle l'assistance technique dans notre jargon. Et dans ce cadre-là, on a aussi pas mal de process RH et de recrutement et à réaliser d'interviews. Et là, on va l'utiliser concrètement, l'outil RH. Ça va être plutôt à ce stade, sur le résumé des CV. Et on produit également ce qu'on appelle, nous, des mini-CV pour le présenter à des clients. Ouais. Et ces mini-CV, on commence à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour faire finalement ces mini-CV plus rapidement. Super. Le deuxième sujet, et là c'est plutôt été poussé par les éditeurs qu'on utilise, et y compris des éditeurs français, c'est que parfois on a des difficultés sur ces outils, des choses qu'on ne sait pas faire, que ce soit d'un point de vue informatique, mais également d'un point de vue domaine. Et ces éditeurs lancent progressivement des outils d'intelligence artificielle. On en a un qui a lancé une extension qui s'appelle Copilot, je crois, et on lui pose des questions, par exemple, sur la sortie d'un collaborateur, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois paramétrer, à quel endroit. Donc finalement, deux usages. Un usage qui est plutôt pour améliorer la performance de notre équipe sur la partie RH, et le deuxième qui est plutôt une aide au support fournie par ces éditeurs-là. D'accord. Donc du coup, est-ce qu'elle sert à trier les CV et à repérer certains profils ? Aujourd'hui, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour repérer les CV et on l'utilise pas pour trier les profils. En revanche, ce que je peux vous dire, pour l'avoir vu chez des clients, du coup, ils sont utilisés aussi de deux autres façons qui peuvent être intéressantes à savoir. Le premier, c'est que je vous ai parlé de la synthèse du CV que nous on utilise, mais on a aussi des fois des annonces produites par des clients et on a parfois du mal à les comprendre. Donc on a vu que ces sociétés-là utilisent la synthèse pas que pour faire la synthèse candidat, mais aussi faire la synthèse de l'offre proposée par le client. Ouais. Et le deuxième usage qu'on voit qui commence à se propager également sur le marché, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on est probablement plus familier que moi, sur le matching, de se dire, est-ce que ce CV convient avec cette offre. Et jusqu'il n'y a pas si longtemps ça va passer surtout avec des outils, avec des mots-clés. Oui. Et on a... C'était devenu un peu aberrant puisqu'on a parfois des candidats qui s'amusaient dans les CV à mettre des mots en blanc pour pas être vus par les recruteurs et vus que par les outils. Et là, du coup, on a l'intelligence artificielle qui commence à être utilisée pour apporter finalement plus de justesse sur ce matching-là, puisqu'on commençait à voir un peu les limites de l'algorithme par mots-clés. Oui. Ok. Et est-ce qu'elle pourrait nous alerter quand de nouveaux profils arrivent sur les job boards ? Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous informer si des nouveaux profils arrivent sur les job boards ? L'intelligence artificielle, pour moi, faut bien voir ça comme un outil finalement. Et donc, cet outil-là, il y a deux gros aspects pour moi. Il y a l'intelligence artificielle générale, ce qu'on a vu récemment avec des chats GPT ou des Gemini, et qui sont plutôt là finalement à aller produire du contenu par rapport à tout ce qu'ils ont pu récupérer sur Internet ou à traiter des éléments du quotidien. En revanche, ce que n'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas un outil d'alerting, c'est pas, parfois on met un peu trop de choses derrière le mot IA, alors que le fait d'être informé par un job board qui a un profil qui est arrivé dessus, n'a rien à voir avec du machine learning ou l'intelligence artificielle. Donc pour moi, cette partie-là, elle va pas changer forcément grand-chose. Et les plateformes aujourd'hui permettent déjà aux employeurs d'être notifiés le fait qu'il y ait un nouveau profil arrive. Par contre,
j'imagine, j'ose espérer qu'on sera notifié que des profils pertinents pour notre organisation, et donc plutôt avoir un tri, un filtre de ces profils qui nous sont notifiés. Et peut-être que l'IA générative que vous évoquez viendra en fait compléter un certain nombre d'actions. Une fois que le profil pertinent est identifié, peut-être que dans ces job boards effectivement qui présentent déjà des solutions de notification aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait imaginer par contre qu'ils nous amènent à proposer des tâches typiquement de messages d'approche un peu automatisés qui nous permettent d'aller plus vite. C'est peut-être ça aussi les évolutions qu'on peut attendre de ces technologies. Mais je vous rejoins sur l'aspect notification. Oui, effectivement, on parlait. Alors, on parle de qu'est-ce que peut faire l'IA une fois qu'on a reçu le profil. Je vous ai parlé de synthèse tout à l'heure, mais vous avez raison. Ce que on commence également à rencontrer, c'est évidemment l'enrichissement des informations fournies par les candidats. Je m'explique. On a d'abord vu ça sur la partie commerciale, c'est-à-dire que vous avez des fiches d'entreprise, vous tapez tout à la main, et on commence à avoir des outils commerciaux, dont celui qu'on utilise, qui proposent en option d'aller compléter les informations finalement avec une intelligence artificielle. Bien sur la partie candidat, alors nous on le fait un petit peu, mais on le voit d'autres qui commencent à le faire, c'est que vous avez deux aspects en fait des candidatures, des CV. Il y a des CV où il y a trop de choses qui sont pas forcément pertinentes, mais il manque souvent des éléments. Et on va se retrouver finalement à avoir un enrichissement de ces CV par d'autres sources. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit un CV, on a le CV de la personne, on va aller chercher son profil LinkedIn. Dans le monde technologique, on va aller voir aussi quelles sont les productions qu'il va réaliser et contribuer à la communauté. Donc on va typiquement sur Git ou sur d'autres sites techniques spécialisés. Et on va compléter grâce à l'intelligence artificielle son CV, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal aussi à se mettre en avant et à ajouter toutes leurs expériences. Ça, c'est hyper intéressant. Et quels sont les moyens que vous utilisez pour préserver du coup une relation de confiance entre le manager et le collaborateur afin de garantir que le travail soit accompli, vu que vous êtes quasiment tout le temps à distance? Alors, la question d'avoir des gens qui sont complètement en distanciel, alors je pense que nous on est peut-être un peu moins habitués parce que globalement on opère sur un fuseau horaire, mais je travaillais aux États-Unis, et aux États-Unis vous avez l'habitude de travailler sur plusieurs fuseaux horaires. Vous êtes à San Francisco, vous travaillez des gens sur la côte Est, vous travaillez des gens en Amérique latine, en Asie, vous avez beaucoup d'organisations qui sont plus globales. Donc cette notion de travail à distanciel finalement, elle existe pas simplement parce qu'il y a eu des événements malheureux récemment qui nous ont obligés à tous passer en télétravail. Il y a également le fait d'avoir travaillé avec plein de pays différents fait que dans ces contextes-là, en fait, moi je pars du principe qu'on fait plutôt confiance aux collaborateurs de base, et on est sur un domaine qui est la cybersécurité. On est obligé d'accueillir des gens très rapidement, les onboarder rapidement. Donc si on peut pas faire confiance aux gens, c'est compliqué. Donc je sais que sur ça on est parfois un peu différent par rapport à si c'est son marché, c'est que dès que quelqu'un rentre dans l'organisation, on lui fait pleinement confiance, alors que je pense qu'on peut être parfois dans une culture où la confiance se gagne progressivement. On n'a pas ce luxe. Et donc, du coup, nous, on est obligé de, par principe, peu importe si la personne est physiquement à côté de vous, chez un client ou dans son bureau ou dans son salon, on lui fait confiance à 100% sur des sujets ultra critiques qui, normalement, devraient mettre plusieurs mois, plusieurs années à se régler. Donc, la relation que j'ai et que je souhaite en tout cas maintenir avec ces gens-là, c'est plutôt de se dire je fais confiance à 100% aux collaborateurs à distance. Néanmoins, il y a des limites. On a eu un cas récemment, deux cas d'ailleurs récemment, dans des équipes chez des clients en particulier, où on a des gens qui étaient également complètement à distance et qui commençaient à moins travailler. Et on s'est posé la question de la confiance, en dire est-ce qu'ils travaillent vraiment, est-ce qu'on a confiance dans le travail produit, et c'était posé la question de ces organisations d'utiliser des outils de suivi de l'activité collaborateur en télétravail. D'accord. Il y a possibilité de déployer des outils et on va vérifier est-ce que le PC est beaucoup utilisé, est-ce qu'il y a beaucoup d'emails, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges sur Teams par exemple. D'accord. Et ma vision en tant qu'entrepreneur, je dis pas que c'est celle qu'il faut pour le marché, mais c'est ma vision en tant qu'entrepreneur, c'est que du moment que la confiance commence à partir, c'est peut-être le moment où ça va plus du tout, et on peut toujours utiliser des outils pour vérifier la performance des collaborateurs. Mais si on commence à ne plus avoir confiance dans les collaborateurs, moi je veux pas tomber dans ce monde de la surveillance.
plutôt se dire est-ce que c'est pas le moment de tourner, soit de récupérer, faire un point RH un peu dur en disant est-ce que la confiance elle peut être rattrapable, est-ce qu'on peut repartir sur le mode base, soit peut-être se poser la question d'envisager un arrêt de la collaboration. Ok. Et est-ce que cette vision que vous nous présentez, et d'ailleurs moi je vous félicite parce que ça reste quand même encore rare en France aujourd'hui de prendre ce parti pris de construire une entreprise dans ce cadre-là, est-ce que vous estimez que c'est possible aujourd'hui pour n'importe quelle entreprise ou finalement ça reste quand même encore réservé à certains secteurs d'activité qui s'y prêtent plus, comme celui de la technologie dans lequel vous êtes notamment? Quelle est votre vision sur cet aspect-là? Est-ce que ce modèle du full remote pourrait être facilement applicable à d'autres? Oui. Je pense que dans notre culture c'est compliqué, mais pas simplement pour une vision entrepreneur, mais une vision salariée aussi. Je vais vous donner un exemple sans le citer d'une entreprise assez importante dans le domaine de la défense avec laquelle j'avais pu travailler par le passé. Et on a permis à des gens de faire plus de télétravail et c'est pas tout le monde en fait qui est intéressé à faire du full remote. Ouais. Donc finalement pour un collaborateur c'est aussi parfois compliqué d'être en full remote, de plus aller voir son patron au quotidien, de plus avoir cet espace de café. On a souvent tendance un petit peu à critiquer en disant le patron il aime bien voir les gens autour de lui. Ouais. Mais moi ce que je vois c'est que dans beaucoup d'organisations finalement on a aussi beaucoup de collaborateurs qui le travail pour eux c'est pas juste un espace de travail, c'est aussi un espace social. Et je pense que dans notre culture où on a besoin de voir les gens, je pense que c'est compliqué à déployer dans les deux sens. C'est pas juste une question d'employeur, mais c'est une question de salarié. Et la chose qui m'a assez marqué là il y a à peu près un an, c'est cet état d'esprit que je rencontre du fait d'avoir cette réticence au télétravail chez le collaborateur. Il est beaucoup présent sur les jeunes populations. C'est-à-dire que les moins de 30 ans que moi je rencontre beaucoup dans les entreprises qu'on onboard, ils sont beaucoup plus réticents à faire du full remote ou du télétravail parce que ce sont leurs premières expériences et elles veulent voir des personnes. Oui, parce qu'elles ont besoin de découvrir aussi le monde de l'entreprise finalement à travers du présentiel et de voir les choses. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Ok. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci à Théodore pour ce partage d'expérience super intéressant. On a vu que la digitalisation des RH et l'utilisation de l'IA, notamment dans le recrutement, peuvent vraiment simplifier les processus et rendre le travail encore plus fluide. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou amis. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes. Merci encore de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des RH.